Bienvenue dans Nouvelle Époque, le podcast qui parie sur la philosophie pour mieux comprendre l'écologie. Notre invité du jour est Thierry Oquet, il est philosophe et professeur à l'université de Nanterre. Il travaille sur la philosophie de la biologie. Il a notamment fait paraître Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces, ou encore Cyborg Philosophie. Dans cet épisode, nous allons justement nous intéresser à Darwin et à la fameuse sélection naturelle. Déjà pour commencer, de manière assez brève, mais est-ce qu'on peut essayer de rappeler, en tout cas pour moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, mais dans quel contexte Darwin il a formulé sa théorie de la sélection naturelle et aussi dire voilà qu'est-ce qu'il entend en fait par sélection naturelle. D'accord, alors il y a deux questions. La première, c'est la question du contexte. Je dirais que alors ce contexte, on peut le décrire de manière diverse, mais sur le plan théorique, le contexte, je dirais que c'est un contexte que j'appellerais physico-théologique. Ça veut dire que l'étude de la nature, elle est concentrée principalement sur une idée qui est démontrer l'existence de Dieu par l'observation des choses naturelles, ou sinon la démontrer, en tout cas, essayer de comprendre mieux comment un Dieu intelligent, sage, bienveillant et tout-puissant a créé une multiplicité, ça veut dire une immense variété de formes naturelles, de formes de vie qui sont toutes parfaitement adaptées à leur milieu. C'est-à-dire que ce Dieu bienveillant et tout-puissant a pourvu chaque être vivant des conditions nécessaires à sa survie et à sa prospérité. Alors ça donne des observations parfois minutieuses sur des toutes petites créatures, mais ça peut aussi s'appliquer aux fonctionnements généraux de la nature, comme le fonctionnement des cieux, l'existence de marées, le fait que l'eau de la mer est salée, etc. Et tout ça en vue de démontrer une vision de la nature tout à fait harmonieuse. C'est ça le contexte intellectuel de Darwin. Quand il est formé, très jeune, il se dirige d'ailleurs vers des études de théologie, et ça aurait dû être sa carrière. Sa vocation était d'abord peut-être théologique, physico-théologique. Voilà, en fait, c'est le contexte intellectuel dans lequel il est formé. C'est cette vision d'une nature belle et bonne, où tout est bien adapté et ajusté, qui est son point de départ. Ok. Et l'autre élément de contexte, c'est justement le fait que c'est aussi une époque de... Alors, on peut dire de colonisation, on peut dire de grandes découvertes et d'exploration, mais il se trouve donc de ce fait embarqué dans un voyage autour du monde, au cours duquel il est chargé en tant que naturaliste de l'expédition, de rassembler tout un tas de données, aussi bien de nature géologique que botanique. Effectivement, c'est ce concept de sélection naturelle qui va être très important pour lui. La sélection naturelle, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est un mécanisme, un processus qui résulte d'une grande quantité de faits. Donc la sélection naturelle, ça n'est pas quelque chose que l'on peut observer, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir là, sous les yeux, c'est quelque chose qui se déduit logiquement pour Darwin de tout un ensemble de conséquences. Et ces ensembles de conséquences, c'est d'abord l'existence d'un très grand nombre de variations, ensuite une théorie qu'on appelle théorie de la population, c'est-à-dire le fait que les espèces se multiplient et qu'elles se multiplient au-delà de la quantité de ressources disponibles. Donc il y a un foisonnement des espèces, c'est-à-dire qu'une croissance de la diversité des espèces. Non, là c'est même pas des espèces, c'est-à-dire vous prenez une seule espèce et au sein de cette espèce, et cette espèce va se reproduire. Enfin, non. Vous prenez simplement un couple d'individus de n'importe quelle espèce et vous les faites vivre. Eh bien, ils vont se reproduire, se reproduire encore, leurs descendants vont se reproduire, et dans ce processus, vous allez avoir l'apparition d'une grande variété d'individus, c'est-à-dire les parents et les enfants se ressemblent, mais jamais exactement, autant d'enfants, autant de différences qu'il y a d'enfants, on peut dire. Et puis d'autre part, la quantité de ces descendants va bientôt dépasser ce que la Terre pourrait supporter. D'accord. Donc l'exemple que prendra Darwin, c'est celui des éléphants, parce que précisément les éléphants, ça se reproduit relativement peu, en fait. En 400 ans, ça dépasserait le nombre d'éléphants que la Terre peut supporter. Voilà. Donc, il y a variation, augmentation exponentielle, si vous voulez. Et puis, du coup, eh bien, l'idée que les ressources venant à manquer, les conditions d'existence devenant plus difficiles, eh bien, il va y avoir des individus dont les différences
vont être avantageuses et d'autres qui vont être au contraire désavantagées par leurs différences. D'où le terme du coup de la sélection. Alors sélection, oui, du coup ça veut dire quelque chose comme seulement la préservation de certains et les autres sont éliminés, disparaissent. Donc il y a ce double mouvement. Avec un mouvement du coup de concurrence par rapport à l'environnement qui est stressé du coup par cette augmentation de chaque espèce. Oui, voilà, concurrence, compétition, le terme qui est parfois employé, celui de lutte. Mais Darwin est conscient que cette lutte, c'est une lutte principalement métaphorique. Par exemple, il dit qu'une plante qui pousse au bord du désert, on peut dire que métaphoriquement, elle lutte pour la vie. Voilà. Donc il essaye à la fois ce sont des concepts extrêmement, des termes extrêmement vifs, vivants, des métaphores très fortes, mais en même temps, à chaque fois, il essaye d'expliquer leur caractère abstrait et métaphorique. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des mots qui en fait projettent des images mentales qu'on peut avoir dans nos rapports sociaux, mais qu'effectivement que lui il va utiliser pour décrire en fait des phénomènes qui sont pas forcément sociaux, qui sont des phénomènes naturels. Et donc du coup, il y a peut-être une confusion aussi entre le terme de compétition pour nous, d'un point de vue culturel, et ce qui se passe vraiment au sein d'une espèce qui se développe comme un végétal. Donc c'est ça aussi qu'il y a une forme d'ambiguïté en fait par rapport à ça. En fait, je crois que Darwin, sur ce point, est conscient qu'il invente quelque chose, que les termes qu'il utilise sont nécessairement imparfaits, et je crois qu'il est pris entre différentes exigences, c'est-à-dire l'exigence de faire comprendre ce qu'il a dit, et puis l'exigence de ne pas prêter à des interprétations trop faciles. Donc tout ça, ça fait véritablement la difficulté de ce concept de sélection naturelle. Il faut rappeler également, je crois, que le terme de sélection, il vient des pratiques des éleveurs anglais. Donc, il est lui-même forgé sur l'idée d'une intelligence qui agit en vue de certains buts, sélectionner, hein, le mot n'existait pas en français à l'époque, mais sélectionner, ça veut dire choisir finalement, élire quelques-uns qui vont être conservés pour la reproduction, conservés pour la génération suivante. Hein. Darwin cite un éleveur qui dit j'en produis beaucoup et j'en pends beaucoup, hein, ça veut dire pour produire telle race de bœuf, telle race de chien, eh bien il faut l'éleveur peut faire beaucoup de choses, peut produire des formes inouïes. Darwin réfléchit beaucoup sur celle des pigeons par exemple qui sont extrêmement divers, mais pour cela il faut précisément jouer sur cette multiplication des individus et sur le fait que seuls quelques-uns seront conservés pour la production de la génération suivante. Très bien, ok, c'est assez clair. Mais alors, du coup, j'ai une deuxième question, mais du coup, il élabore du coup sa théorie de la sélection naturelle, du coup, en observant les oiseaux, différents végétaux, etc., les animaux dans l'élevage, mais il va aussi forcément du coup, naturaliser aussi l'espèce humaine aussi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs temps dans sa réflexion. Et puis surtout, plusieurs stratégies qu'il met en place. Je pense que pour des raisons évidentes, Darwin considère qu'il doit laisser l'espèce humaine de côté. Même si il va de soi qu'elle est en quelque sorte incluse dans ses réflexions, à l'horizon de ses réflexions, eh bien, quand il va publier par exemple l'origine des espèces, il parle très très peu des êtres humains. En tout cas, il ne dit pas... Et donc cela implique aussi que pour les êtres humains, il est réticent à tirer les conclusions les plus scandaleuses de sa théorie. Il est prêt à laisser des questions ouvertes et un peu suspendues. Il est prêt à accommoder un public de lecteurs qui seraient croyants, etc. Enfin, il essaye plutôt de montrer qu'il y a une sorte de raisonnement démonstratif qui implique l'existence de la sélection naturelle. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si vous êtes matérialiste et que vous dites que tout est sorti de la matière, eh bien, très bien. Mais si vous voulez dire qu'au départ, c'est Dieu qui a tout mis en place, pour Darwin, à partir du moment où Dieu a créé les premiers germes, tout ce qui a suivi s'est produit par sélection naturelle, ça lui convient. Voilà. Il laisse un terrain ouvert. Et il laisse certaines questions métaphysiques suspendues, en tout cas. Donc, ça, je pense que c'est à la fois tactique et aussi correspond assez bien
comment dire, au personnage de Darwin, qui n'est pas un personnage clivant, justement. C'est pas un personnage qui va polémiquer. C'est un personnage C'est pas un polémiste. Non, il vit reclus, il vit dans ses recherches, dans son monde d'idées, et il ne cherche ni le succès populaire, ni les projecteurs, voilà. Donc, en revanche, il est clair que sa théorie a des implications sur l'être humain. Elle a des implications d'abord parce que l'être humain, en tant qu'espèce vivante, elle est prise dans ses réseaux, dans ses dynamiques. Et elle concerne aussi l'espèce humaine au sens où, en fait, on comprend que du coup, les qualités les plus sublimes des êtres humains, leurs qualités morales, mais aussi leurs instruments de connaissance, sont en vérité des propriétés qui ont évolué au cours de l'histoire. Donc, dont on trouve en quelque sorte les prémices dans les formes animales que nous pouvons observer. Ce point est présent dès ses premiers carnets en 1839. Il y a un carnet notamment qu'on appelle M pour métaphysique, où Darwin dit que celui qui connaîtra le babouin contribuera plus à l'histoire de la métaphysique que quelqu'un qui aura étudié Locke, par exemple, et où il dit, par exemple, que la manière dont un chien regarde son maître nous donne un peu les prémices ou l'esquisse de ce qu'est le sentiment religieux. Donc il y a une sorte d'adoration, voilà. Les qualités les plus sublimes des humains, qualité morale, qualité intellectuelle, etc., existent en quelque sorte à l'état de germe ou d'esquisse dans les animaux que nous connaissons et fréquentons. Ok, donc en tout cas, son impact, c'est qu'effectivement, cette naturalisation qu'on va déduire de ces travaux, de l'espèce humaine, elle nous permet de repenser du coup certaines catégories de la pensée, notamment la métaphysique, c'est-à-dire, ou alors de la transcendance plus généralement. Et comment justement on peut se saisir de ce sujet-là après la théorie de la sélection naturelle? Comment, d'un point de vue humain, par exemple, on peut se poser la question, c'est-à-dire que la transcendance, elle est quand même, c'est-à-dire que peut-être le rapport à Dieu ou le rapport à une forme de métaphysique, il est quand même subverti énormément par la théorie de l'espèce, de la sélection naturelle, parce que il matérialise quand même au final comme vous dites, toutes nos pensées, toutes nos vertus, toutes nos qualités. Il va les réduire, en tout cas, si on essaie d'être assez strict dans cette lecture-là de Darwin, il va essayer du coup de l'expliquer à chaque fois par le gain existentiel que ces qualités humaines vont nous procurer pour nous reproduire. Et donc du coup, est-ce qu'on doit du coup aller dans cette démarche-là de tout naturaliser, et donc du coup pour comprendre l'espèce humaine, de tout au final essayer de tout comprendre à l'aune de les qualités qu'on va développer pour se reproduire uniquement, ou est-ce qu'on doit, par rapport à ces catégories de pensée qu'on a formées à côté, qui sont peut-être des catégories plus culturelles, donc la morale, la métaphysique, le droit, etc., on doit aussi leur donner un espace en dehors de cette naturalisation? Comment on peut, après Darwin, du coup, travailler ce rapport entre nature et culture? Bon, alors d'abord, l'être humain ne sort jamais complètement de la nature. Il est toujours pris dans des dynamiques interspécifiques par d'abord les aliments qu'il consomme et dont il a besoin pour survivre, mais aussi par les parasites qui se développent sur lui et qui prospèrent sur lui, par le fait que les êtres humains sont mortels et donc ensuite se décomposent et sont repris dans... Enfin voilà, donc les êtres humains, ils sont quand même toujours pris dans le cycle le cycle physico-chimique, mais aussi le cycle métabolique général de la vie en fait. Ils n'en sortent pas. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont pris, y compris par ce que je disais tout à l'heure de l'éléphant sur la reproduction proliférante. Ça s'applique aussi aux humains, bien sûr. Voilà, donc, et en fait, que la quantité de... En fait, ce que Darwin dit, c'est que n'importe quelle espèce livrée à elle-même, on pourra avoir l'impression que sa population est constante, mais si sa population est constante, c'est parce qu'il y a une grande quantité de destruction qui fait qu'il n'y a pas de croissance, en fait. Parce que la tendance naturelle de la population, c'est de croître. Donc, c'est ce qu'on a vu pendant longtemps, c'est-à-dire, là, grâce à la médecine, nous avons levé un ensemble d'obstacles à la croissance exponentielle. Donc, ça produit des effets. Mais pour Darwin, une population ne peut pas rester constante. Donc tout ça, ces dynamiques-là,
on peut dire, elles font partie de l'anthropologie. Enfin, il faut les prendre en compte en anthropologie. D'ailleurs, pour certaines, elles viennent de l'anthropologie. C'est-à-dire, il y a des réflexions en Angleterre sur la multiplication des pauvres, par exemple. Et c'est de là, je pense à Malthus en particulier, que Darwin tire certaines de ses inspirations. Donc, voilà, l'anthropologie, elle est présente au départ, elle est présente à la fin. C'est difficile d'en sortir. Et évidemment, je n'ai pas mentionné, mais le fait que Darwin publie un très gros livre qui s'appelle La filiation de l'homme ou La descendance de l'homme, où il s'intéresse justement à l'évolution des êtres humains et à la manière, cette fois, dont les choix de partenaires sexuels, c'est-à-dire ici des critères esthétiques, peuvent avoir influencé la forme même que nous avons, c'est-à-dire... l'anatomie qu'on considère typique d'une femme, d'un homme, le fait d'avoir des poils ici et pas là, tout ça, c'est, dit-il, quelque chose qui a évolué au cours du temps, pas seulement par sélection naturelle, mais aussi selon des critères esthétiques, etc. Donc là aussi, en fait, dans les choix que l'on fait pour la reproduction, il y a aussi, quelque chose de tout à fait biologique et matériel qui se met en place, et qui conditionne à la fois la forme que nous avons, mais aussi les traits que nous allons trouver beaux, excitants, désirables chez d'autres individus. Et alors, du coup, la question que j'ai, c'est que comme on dirait qu'on a une spécificité en tant qu'espèce, c'est-à-dire qu'on a un niveau de conscience qui est plus développé, et donc du coup, effectivement, il y a des constructions mentales qu'on peut élaborer, peut-être plus complexes, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais qui effectivement peuvent retravailler, qui permettent de réfléchir sur justement le fait d'arriver à théoriser la sélection naturelle en tant qu'espèce. Ça offre aussi une capacité du coup de réflexion sur les procédés évolutionnistes, sur la manière dont nos organismes s'adaptent au fur et à mesure à notre environnement. Donc, aussi, qu'est-ce qui produit cet effet réflexif? C'est-à-dire le fait d'avoir conscience qu'on est une espèce qui est prise dans des processus de sélection naturelle et qu'on évolue, etc. Comment c'est cette réflexivité-là qu'on arrive à obtenir, du coup, par la connaissance, par la science? Quel impact ça a aussi sur notre rapport à l'évolution et sur notre qualité d'espèce? Alors, il faut ajouter aussi qu'en fait, chez Darwin, tous nos instincts, c'est-à-dire des dimensions comportementales sont aussi expliquées par la sélection naturelle. Je disais le mot instinct parce qu'il y a un chapitre de l'origine des espèces qui s'appelle justement Instinct, où il parle beaucoup des abeilles et la manière dont elles font des alvéoles plus ou moins hexagonaux, plus ou moins ronds, etc. Donc il fait toute une théorie là-dessus. Et donc ce qui est très important pour Darwin, c'est que la dimension comportementale, ce que nous faisons, par exemple, c'est impliqué dans la sphère de la sélection naturelle dès le départ. Donc, évidemment, on voit bien qu'un individu qui ne prend pas soin de sa descendance, qui laisse mourir ses bébés, sa lignée va s'éteindre. C'est très simple. Donc, on arrive sur des idées qu'il y aurait un instinct paternel, un instinct maternel qui aurait évolué au fil du temps, des instincts sexuels. Enfin, vous voyez, toutes ces dimensions-là, elles entrent sous le coup de la sélection naturelle. Autrement dit, il y a des manières de se comporter qui sont plus ou moins propices au succès. Voilà, donc ça inclut, si vous voulez, la dimension culturelle. On peut dire que certaines idées ont un pouvoir. Il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, le monde culturel que vous évoquez, c'est aussi le monde de la technique. Alors, des techniques, on en a dans le monde vivant. Les castors qui font des barrages, les oiseaux qui font des nids, les fourmilières ou les termites qui font des édifices, enfin, voilà, il y a une quantité d'exemples. Et donc, ces dispositifs techniques, les humains en utilisent. Et on peut dire que ça fait aussi partie de leur environnement, de leur transformation de leur milieu, ça fait partie aussi des qualités qui leur permettent de réussir. Donc, vous voyez, les instincts, c'est-à-dire les comportements, finalement, ils sont aussi impliqués dans l'action de la sélection naturelle, et on peut dire que cette sélection naturelle, elle s'applique aussi à tout un milieu, en fait. Elle ne concerne que rarement l'individu tout nu, tout seul. Et en tout cas, l'individu dépourvu d'idées ou de comportements, il n'est jamais objet de la sélection naturelle. Elle s'intéresse toujours à des individus qui sont pris dans des relations et qui sont riches de tout un héritage qui est bien sûr physiologique, physique, mais qui est aussi intellectuel, culturel et technique, on peut dire. Donc tout ça, c'est important. Mais
ce que vous disiez, c'est que notre connaissance de la sélection naturelle, elle a un impact sur finalement la maîtrise qu'on peut avoir des processus, un peu, en tout cas, elle nous permet d'intervenir sur ces processus. Et évidemment, on peut dire que dans le sillage de Darwin, on va dire les intellectuels, c'est un gros mot un peu peut-être, mais en tout cas, quantité de personnes autorisées voilà, se sont crues justement en position de dire ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Donc, attirer aux individus, à s'inquiéter que, par exemple, les pauvres se multiplient beaucoup plus que les riches, ou bien que quand il y a une guerre qui surgit, eh bien, ça soit les jeunes personnes les mieux portantes, les plus courageuses, etc., qui soient envoyées au front, qui soient éliminées dans une boucherie sanglante, tandis que tous les faibles, etc., restent à l'arrière et sont protégés. Il y avait des débats par rapport à ça, en fait. Voilà, il y a eu régulièrement des débats dans le sillage de la pensée darwinienne. Darwin lui-même ne s'est pas impliqué sur ces questions, mais évidemment, il y a eu, on va dire, des réflexions d'esprit darwinien qui se sont interrogées sur la façon dont nous nous marions, dont nous nous reproduisons, dont nous nous exterminons, et les effets que ça a sur, on va dire, la santé ou la qualité globale de la population. Et on a essayé du coup, en fait, je pense que de ce que j'ai compris, en tout cas, pas mal de savants de cette époque-là essayaient du coup d'extrapoler à partir de la théorie de l'évolution des normes sociales ou culturelles et pour servir des objectifs politiques aussi. C'est-à-dire trouver, puiser dans ces observations-là de quoi normer le social, le politique et d'infléchir les comportements. Et donc là, il y a aussi toute une dialectique qui est maintenant, qui peut être dangereuse, bien évidemment, mais qui est très, très ambiguë parce qu'on puise dans ce qu'on comprend du naturel pour effectivement établir des critères sociaux, des choix politiques. Et là, il y a une vraie ambiguïté. Comment on peut penser du coup cette forme d'ambiguïté ? Alors, il faut savoir que il y a 2 points, je pense. Darwin, d'une part, lui-même était assez ambivalent. C'est-à-dire, Darwin vient d'une famille engagée dans la lutte contre l'esclavage, donc d'une famille abolitionniste. Lui-même est scandalisé par tous les, le racisme et la violence des sociétés coloniales, esclavagistes, etc. Et pourtant, ça ne l'empêche pas, lui, de penser qu'il y a une vraie différence entre un Britannique et puis un Fuégien, un habitant de la Terre de Feu. Okay. Voilà. Donc, il trouve le mode de vie des Fuégiens qui vont nus dans une pauvreté horrifiante pour Darwin, etc. Il trouve ça vraiment révoltant. Et le fait qu'un des Fuégiens qu'il avait ramené en Angleterre choisisse ensuite de revenir à son mode de vie premier, c'est quelque chose qu'il ne comprendra jamais. Donc voilà, mais c'est pas pour ça qu'il faut les exterminer, voilà. En revanche, quand Darwin regarde ce qui se passe par exemple en Tasmanie, bien, il a une sorte de regard naturaliste sur la disparition des Tasmaniens qui est assez, quand on le lit, qui paraît assez froid et un peu, repoussant en fait. C'est-à-dire, il dit, on voit bien comment, quand une espèce est bouleversée dans son mode de vie, son taux de reproduction chute. Enfin, il aurait pu aller un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire condamner le rôle de la colonisation et la manière dont on a éliminé ces personnes aussi activement, donc, et détruit leur mode de vie. Enfin, donc, le regard naturaliste et puis, on va dire, le privilège victorien un peu, puisque voilà, c'est un peu l'âge d'or de la Grande-Bretagne, contribue, on peut dire, à aveugler Darwin, alors que pour lui-même, enfin voilà, et c'est un argument assez classique de dire, il n'y a pas besoin d'être Newton pour avoir des droits sociaux et le droit de vivre, voilà, donc les humains sont inégaux, mais ils sont humains, et donc voilà, on a une sorte de contrat social qui fait qu'on accepte les humains, même si pour Darwin, il y a des modes de vie qui sont préférables à d'autres. Donc cette ambivalence-là, je veux dire, elle est d'abord présente chez Darwin, qui n'est pas un monstre, mais qui est un naturaliste et qui a tendance parfois à réduire certains phénomènes sociaux et politiques sur une approche en termes biologiques qui peut nous paraître un peu insuffisante ou incomplète.
Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les idées de Darwin, en fait, elles ne se prêtent pas à une lecture unilatérale. En un sens, on peut trouver chez Darwin des propos extrêmement sexistes, etc. N'empêche que on peut dire qu'un ensemble d'autrices féministes, par exemple, dans le 19e siècle, aux États-Unis en particulier, vont plutôt trouver chez Darwin justement des ressources pour se libérer, pour chambouler les fondements de la société ou contester le sort injuste qui leur est fait. Donc ici encore, vous voyez, on peut dire « Ah, Darwin était sexiste », mais on voit aussi qu'en fait ces idées contribuent au contraire à produire des idées nouvelles et inspirent certains réformateurs sociaux. Bah justement, alors de quelle manière qu'est-ce qu'ils vont puiser du coup ces réformateurs sociaux chez Darwin? Quel concept ou qu'est-ce que ça libère aussi, ce que je voulais évoquer, mais qu'est-ce que ça libère en fait dans la pensée en termes sur la manière dont on pense, les catégories qu'on va mobiliser pour essayer de produire de la connaissance et du sens. Comment on peut aussi situer l'héritage de Darwin par rapport à ça, d'un point de vue philosophique? Non pas seulement biologique, mais aussi qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça a provoqué dans la pensée? Alors je dirais que c'est avant tout une sorte d'historicisation de toute chose. Enfin, il contribue à ce mouvement-là, c'est-à-dire il nous explique que tout ce que nous observons là est le résultat ou le produit d'une histoire, avec ce que ça comporte de contingent, c'est-à-dire le fait que les choses auraient pu se passer autrement. Il y a des êtres humains sur la Terre, mais les choses auraient pu se passer autrement, et les choses seront peut-être différentes dans l'avenir. Donc il y a une contingence sur ce qui est, et puis aussi une ouverture de possibilités sur l'avenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de nécessité à ce que les choses soient telles qu'elles sont. Donc, tout ça, c'est très ambivalent, vous voyez. Malgré tout, s'il y a des êtres humains et s'il y a la quantité d'êtres humains qui existent aujourd'hui et s'ils jouent le rôle qu'ils jouent aujourd'hui, tout ça n'est pas arrivé complètement par hasard, mais il n'y avait rien de nécessaire dans tout ça et il n'y a aucune nécessité non plus qui nous garantit que demain, il en sera toujours ainsi. Donc il y a à la fois du hasard, donc d'un point de vue existentiel, c'est assez fort parce qu'effectivement, on se dit que l'apparition des choses n'est pas forcément nécessaire, et donc du coup il y a du hasard dans les manières dont les espèces évoluent et dont notre espèce aussi évolue. Donc déjà, on va dire que ça offre une certaine forme de vulnérabilité, je pense aussi d'un point de vue social, parce qu'on ne peut pas s'adosser du coup à une nécessité de l'existence qui est très présente en philosophie, de se dire puisqu'on existe, on est nécessaire, et on devait forcément nécessairement on existe. Donc il y a toute une philosophie qui se bâtit un peu sur qui s'adosse à cette nécessité-là pour construire du droit, de la morale, ou aussi des repères métaphysiques. Donc, c'est vrai que cette place-là du hasard aussi, elle crée de la vulnérabilité aussi dans la manière dont on va pouvoir élaborer une éthique, normer nos comportements, faire des choix. Il y a quelque chose aussi de très vulnérable. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou... Je vais utiliser l'expression de Stephen Jay Gould, qui était très populaire dans les années 80-90, mais qui a utilisé cette image qui est très forte, qui dit qu'en fait, si on rejouait le film de l'évolution, eh bien, on n'aurait pas nécessairement la même conclusion. Donc, c'est dans un livre en particulier qui s'appelle « La vie est belle », qui est inspiré d'un titre de Frank Capra, ouais. Voilà, cette idée que un individu ici, parce qu'il a eu de la chance, on va dire, c'est-à-dire c'est pas lui qui a été mangé, ou c'est pas lui qui a été foudroyé, ou c'est pas lui qui est tombé dans un trou. Voilà. Oui, bien sûr, il était au bon endroit. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça crée, comment dire, ça met l'histoire sur certaines voies, voilà. Mais on pourrait dire que le hasard aurait pu faire qu'il en soit autrement. Et donc, la conclusion n'est jamais sûre. Il y a une sorte de modestie en fait dans tout ça qui vise en particulier bien sûr les humains et qui vise aussi certaines représentations de l'évolution qu'on voit souvent représentées sur les t-shirts ou dans les médias, dans les cartoons, etc. Mais vous voyez cette évolution qui va du singe à l'homme qui se redresse, cette sorte de linéarité progressiste. Oui, de finalité, comme si tout avait préparé ce moment-là. Voilà, cette marche vers le meilleur et vers l'émergence de la créature la plus extraordinaire qui soit, à savoir les êtres humains. Ce qui est du coup pas du tout en fait la manière la plus juste d'interpréter Darwin, parce qu'au contraire, ça fait fi de toute la contingence et de toutes les alternatives qu'il y aurait pu avoir en fait à
hasard. Oui, exactement. Et Darwin, d'ailleurs, est très prudent, disons, dans la manière dont il va qualifier, sur le plan physiologique, des espèces d'inférieurs ou supérieurs. Vous voyez, on pourrait dire les êtres inférieurs, les êtres les plus simples, etc. Ben, on voit que les êtres les plus simples, justement, ils n'ont pas d'obligation d'évoluer. Ils peuvent très bien, les unicellulaires, continuer à se reproduire en tant qu'unicellulaires, et il y a de fortes chances que les unicellulaires dureront bien après les multicellulaires. Voilà. Donc, Darwin, c'est intéressant aussi dans le diagramme qu'il donne dans son origine des espèces. Eh bien, il y a des espèces qui ne changent pas du tout au fil du temps. Donc c'est aussi une possibilité, il n'y a pas de nécessité au changement. Donc il n'y a pas de... Donc, comment dire, l'évolution n'est pas une garantie d'amélioration. Ok, et du coup aussi, ça me mène à une autre question, mais ça pose aussi les questions, par exemple, de nos critères du beau, du juste, du bon, etc. Parce que, en tout cas, dans l'épisode d'avant, on disait que justement la nature était un repère, était un cadre qui permettait la beauté de la nature, sa fonctionnalité, son adaptation, son adéquation à nos désirs, sa perfection, fournissait en fait une sorte d'arrière-plan qui permettait justement d'être certain de sa beauté, de sa permanence, de sa régularité et peut-être aussi de son éternité. Et du coup, là maintenant, avec Darwin, j'ai l'impression qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, cette vulnérabilité, cette hystérocité, cette alternance. C'est comme ça, mais ça aurait pu être autrement. Et du coup, demain, ça pourrait être aussi autrement. Et donc, toutes ces incertitudes-là aussi, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que j'idéalise un petit peu, mais qu'elle crée une sorte qu'elle donne aussi un petit peu de liberté, ou en tout cas d'aléa. Parfois, c'est aussi l'autre ton de la liberté. Sur notre manière d'appréhender l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver beau est beau pour un temps ou n'est pas beau pour d'autres. Et donc ça crée aussi, ça laisse de la place aussi à une interprétation du monde. C'est-à-dire qui est peut-être plus libre et plus, on va dire, qui est moins borné en fait par des idées de perfection, d'éternité, de nécessité. Alors effectivement, c'est très important, je crois, cette idée que le succès n'est jamais garanti, le succès n'est jamais définitif, et le succès est surtout quelque chose qui n'est pas intrinsèque à la personne, mais qui est vraiment quelque chose de contextuel. C'est-à-dire que vous pouvez être extrêmement bien adapté à un certain contexte, mais changer tout à coup le contexte, et tout à coup, les premiers seront les derniers, et vice-versa. Donc, cette dimension d'adaptation, elle n'est plus pensée sous la forme d'avoir les bons outils nécessaires pour la survie dans un monde qui est donné et qui ne change pas. Elle est en permanence repensée dans un contexte dynamique, c'est-à-dire il faut toujours penser les choses en mouvement. Donc voilà, on voit bien, quand il y a eu la crise du Covid-19 par exemple, c'était une sorte de lutte entre les humains, leur milieu, leur mode de vie, la multiplication des virus, ou bien aujourd'hui avec par exemple les populations de moustiques, on voit la difficulté qu'il y a à les éradiquer ou même à les contenir, à freiner leur progression dans le pays à mesure que les températures augmentent. Donc en fait on voit que tous ces équilibres en permanence dans notre vie quotidienne, alors, on les voit à l'œuvre malgré tout, et ça continue d'agir. Donc ça, c'est en quelque sorte une image ou une leçon ou une piqûre de rappel du fait que dans l'évolution, tout est comme ça. Et que effectivement, l'espèce triomphante que nous sommes, eh bien, elle peut très bien disparaître justement du fait de son hubris, de son excès, de ses pouvoirs techniques presque divins, voilà, tandis que des formes plus modestes, les araignées, les fourmis ou les vers de terre continueront de prospérer si nous n'avons pas tout empoisonné définitivement d'ici là. Donc cette dimension contextuelle, dynamique, elle est essentielle. Vous évoquiez la question de notre sentiment du beau. Eh bien, effectivement, dans le sillage, on va dire toujours des pensées darwiniennes, il y a la question de savoir ce que nous trouvons beau et pourquoi nous le trouvons beau. Voilà. Donc ici encore, Stephen Jay Gould a donné des réflexions assez amusantes autour du fait de la forme des animaux de compagnie et particulièrement pourquoi est-ce que nous trouvons tous les
les petits d'animaux très mignons, en fait, les chatons, les chiots, les tortues, en fait. Et il montre qu'en fait, avec quelques graphiques amusants, que ces têtes rondes, en fait, nous rappellent finalement la tête du bébé, en fait. Ouais. Donc, c'est parce que nous sommes accoutumés par sélection naturelle, parce que ceux qui n'auront pas trouvé leur bébé mignon et attachant n'en auront pas suffisamment pris soin et donc se seront éteints. Et bien, de la même manière, nous avons une sorte d'émotion esthétique pour des formes auxquelles on s'identifie, même sans le savoir en fait. Donc il y a aussi un dessin assez amusant sur l'évolution du personnage de Mickey, qui était en fait une forme plus longiligne et pointue et qui s'est en quelque sorte resserré et qui s'est arrondi en fait de manière à ce qu'on le trouve plus mignon. Voyez, donc cette évolution on la trouve à tous les niveaux et dans nos critères esthétiques. Bien sûr, je ne parle pas des canons de beauté en fait aussi, mais ça entre aussi dans cette question. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé la Vénus de Milo par exemple si belle, ou l'Apollon du Belvédère? Qu'est-ce que c'est que ces formes-là? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Est-ce que finalement toute notre esthétique doit être, ou toutes nos préférences esthétiques doivent être réduites en fait à des questions d'attirance sexuelle et à une sorte d'utilité pour la reproduction de tout ce que nous trouvons beau, en particulier les hanches larges des femmes, voilà. Ouais, tout à fait. Et alors, si on essaye de penser l'évolution, si on essaye de penser l'évolution dans une trajectoire assez longue, en tout cas d'essayer d'interpréter, plus que d'essayer de définir de manière finaliste ou des fois pour tous, mais est-ce qu'on peut parler d'évolution créatrice, d'évolution destructrice, et si oui, de quel point de vue? Je sais que notamment plusieurs autres personnes a parlé d'évolution créatrice. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par évolution créatrice d'un point de vue assez philosophique? Alors je crois que dans évolution créatrice, personne insiste beaucoup d'abord sur la création en fait, sur l'idée que la vie est d'abord une création. C'est-à-dire, en fait, Bergson est évolutionniste, mais il est assez peu darwinien. C'est-à-dire, il ne considère pas que des mutations, par exemple, peuvent produire la diversité du vivant. Il ne considère pas, par exemple, que les mammifères marins, par exemple, sont des sortes de mammifères terrestres handicapés. Vous voyez, il va refuser de voir la vie comme une simple broderie sur des thèmes existants, variation sur des thèmes existants. Ce qui intéresse Bergson, c'est au contraire le foisonnement. Voilà. Et le fait que un grand nombre de choses sont produites. Il a cette formule de parler d'une gerbe du vivant, hein, comme une gerbe de fleurs, quelque chose qui explose et qui produit donc une sorte de beauté, mais aussi quelque chose du coup qui s'épuise, parce qu'en fait vous voyez bien le feu d'artifice, il retombe à la fin. Alors que le modèle darwinien est, on a pu le comparer, c'est Daniel Dennett qui l'a fait, à un algorithme. C'est-à-dire, c'est un processus qui s'applique, voilà, chaque fois qu'il y a des entités qui se multiplient et des ressources qui viennent à manquer, il y en a qui sont éliminées, d'autres qui se maintiennent, et etc., etc., etc. Donc, voilà, cet algorithme, en quelque sorte, il est inépuisable. C'est la grande force du raisonnement darwinien, c'est de n'être pas métaphysique, on peut dire, d'être simplement processuel. Alors que chez Bergson, il y a véritablement, un émerveillement devant la beauté créatrice de la vie. Chez Darwin, cette beauté créatrice, elle est en quelque sorte reconquise, mais au terme d'un raisonnement où la nature elle-même a été entièrement profanée, on peut dire. Voyez, c'est-à-dire, j'entends profaner au sens de démystifier, dépouiller de la présence de toute divinité. Donc voilà, chez Darwin, des processus extrêmement laids, extrêmement cruels, conduisant à la mort, à l'élimination, etc., finissent par produire le monde merveilleux que nous avons sous les yeux. Alors que chez Bergson, il y a cette idée de cette puissance créatrice de la nature qu'il est impossible en fait de comprendre à partir d'instruments rationnels, on peut dire. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un peu comment on articule un peu le négatif et le positif. C'est vrai qu'effectivement, comme vous disiez, Darwin dit que pour faire jaillir
des espèces, de la reproduction, du vivant, il y a un coût qui est le coût de la destruction. Donc, il y a toujours deux processus qui semblent être consubstantiels. À la fois l'évolution crée et en même temps qu'elle détruit. Et comment on peut interpréter cette dichotomie-là? C'est-à-dire que je pense que c'est une dichotomie en fait, positif-négatif qu'on va tous rencontrer dans notre vie, parce que comme on est fini, il y a quelque chose d'extrêmement profond, stimulant, vivant dans ce qu'on est, et en même temps quelque chose de très cruel, puisqu'on est détruit à la fin, ou en tout cas d'une certaine manière. Et donc, comment on peut, à partir de cette dualité-là, comment on peut essayer de la penser, ce rapport destruction-créateur, au final, parce que qui sont malgré tout en fait, les deux faces d'une même pièce. En fait, qu'est-ce qui est détruit? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce qui est créé? C'est-à-dire, effectivement, on a le sentiment que cette question, elle prend son sens au niveau de l'individu avant tout. Okay. C'est ce mystère de la vie et de la mort qui nous préoccupe. Ensuite, du point de vue de Darwin, ce qui est intéressant, c'est que cette même question, elle est étendue au niveau des espèces. C'est-à-dire, on peut dire que, on entend parfois ça dans la pensée environnementale, dire, mais en fait, toutes les espèces sont appelées à mourir, donc pourquoi pleurer sur la destruction de telle ou telle espèce? Toutes les espèces ont un point de naissance et un point d'extinction. Donc, il y a cette sorte de nécessité, en fait, enfin de nécessité. De fatalité. De fatalité, voilà, donc, à laquelle on serait appelé à se rendre. Mais finalement, si je croise ici avec un peu de métaphysique bergsonienne, je dirais que la question, ça serait de comprendre ce qui se passe dans cette création finalement, dans cette vie qui tout à coup, au lieu d'être simplement une grande puissance abstraite un peu, une sorte de force tellurique, volcanique, vitale, eh bien, cette vie qui prend des formes concrètes. Et c'est ça qui est important et qui est touchant, en fait. C'est pas simplement le fait que la puissance vitale prend des incarnations et les abandonne et qu'il y a une sorte de matière organique fluide qui circule d'un être à l'autre. C'est à chaque fois les concrétions qui surgissent sur le chemin. Et le fait que nous soyons, le temps de notre courte existence, appelés à produire tant de choses et à changer le cours de l'histoire, voilà ce qui est digne d'attention. Donc, est-ce que le monde darwinien, il est propre à penser cela? Peut-être pas exactement, sans doute, c'est pas son objet d'ailleurs, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, on comprend, comment dire, l'insatisfaction que peut avoir un philosophe par rapport à un monde purement darwinien où tout semble en quelque sorte extrêmement, j'allais dire plat, mais c'est pas plat du tout, ça produit plein de choses extraordinaires, mais immanent, voilà. Coupé de tout rapport d'extériorité au monde. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui fait du texte ou du projet darwinien un projet scientifique et pas métaphysique. Voilà, c'est-à-dire c'est un projet qui a en quelque sorte des conséquences philosophiques, par exemple celle de supprimer toute référence à une essence immémoriale qui existerait indépendamment des êtres. Donc ça a des conséquences métaphysiques importantes, mais ça n'est pas en soi un projet métaphysique. Donc on peut dire il y a des conséquences métaphysiques du darwinisme, de la pensée darwinienne, mais le projet de Darwin, c'est d'abord d'expliquer ce qui se passe dans l'histoire du vivant, c'est-à-dire de montrer que le vivant a une histoire et d'expliquer que ce que nous avons sous les yeux n'est pas une donnée première, mais le résultat d'un ensemble de processus. Ok. Et dans une perspective du coup, plus écologique, comment cette pensée comment la pensée de Darwin peut nous éclairer? C'est-à-dire que pas forcément que Darwin d'ailleurs, mais comment on peut interpréter dans ce contexte-là la théorie de l'évolution? C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme on disait tout à l'heure, mais on peut avoir soit une vision très créatrice, c'est-à-dire se dire on va
l'objectif, c'est de faire perdurer autant que possible notre espèce, mais il y a aussi un discours qui se dit, ça va dans le cours des choses aussi. C'est-à-dire, par exemple, de dire est-ce que c'est pas une manière aussi pour nous, est-ce que c'est pas les crises écologiques, on pourrait très bien se dire, voilà, c'est une sorte de limite à ce que peut notre espèce, à ce qu'on est capable d'être, de la manière de se reproduire, la manière de s'articuler au vivant. Et c'est comme une limite qui serait au final naturelle aussi. Donc là, je trouve qu'il y a un conflit un peu d'interprétation par rapport à ça, te dire au fond, évoluer, se reproduire, mais est-ce que l'écologie, comment on articule ça en fait avec l'écologie? Ensuite, sur la crise écologique, vous me posiez la question, je pense que si je reformule ce que vous avez dit, ou si Tout n'est pas clair. pour vous permettre de le préciser, mais en gros c'était finalement dans un monde darwinien où tout passe, tout casse, tout lasse, est-ce qu'on est condamné à la résignation finalement? Sur ça. Ouais. Je crois que sur ce point, peut-être qu'il faut, il faut se dire que la dimension... alors voilà, on peut répondre à ça de différentes manières. D'abord, on peut répondre justement sur le terrain biologique, c'est-à-dire en fait l'appauvrissement de la biosphère finira par rejaillir sur nous en fait, par avoir a déjà des conséquences sur nous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement du fait qu'en détruisant une forêt, on va perdre une espèce de grenouille ou une espèce de plante. Il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui un écocide, c'est-à-dire d'une déprédation, mais aussi d'une destruction complète des écosystèmes, de la pollution que l'on retrouve jusque dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire du fait que nous ne faisons pas que consommer, détruire bien au-delà de ce que nous devrions, ou de ce que nous devrions, mais nous mettons en péril aussi les conditions même de la vivabilité du monde. Nous mettons en péril notre propre capacité à continuer à vivre, nous comme les autres, dans le monde en fait. C'est-à-dire, il y a une véritable pollution en fait, au sens de toxiques qui sont produits toxiques qui sont à longue durée, qui sont répandus dans le monde naturel et dont nous ne sommes plus capables de nous débarrasser. Donc, quelque part, c'est paradoxal parce que du coup, en faisant ça, on favorise pas notre reproduction. On favorise rien du tout. Voilà, on va à notre dépendance de plus en plus forte à des systèmes techniques en fait. C'est d'où la question très importante qui est la question des biens communs en fait. L'air, l'eau, la terre comme biens communs. C'est-à-dire, on pourrait ajouter le climat aujourd'hui, c'est-à-dire d'entités qui étaient jusqu'à présent disponibles, peu coûteuses. Nous n'avons pas besoin de respirateurs pour inhaler l'air extérieur. Nous n'avons pas besoin de filtres pour le moment. Nous avons besoin déjà de certains filtres pour l'eau, mais voilà, tout ça, ça nous fait réfléchir sur le fait que les êtres humains ne sont pas à part du monde vivant, ne sont pas à part de la Terre. Ils sont au contraire intégrés non seulement dans cette histoire, mais en fait, plus généralement, en fait, le concept même de biosphère en fait est très important. C'est-à-dire que par notre respiration, par notre consommation d'eau, de nourriture, etc., nous sommes impliqués dans des cycles vitaux qui sont beaucoup plus larges. Donc nous ne sommes pas du tout une espèce souveraine, autarcique, etc. Nous sommes obligés d'inclure ici une perspective qu'on peut appeler nécessairement symbiotique, c'est-à-dire nous sommes en symbiose avec les bactéries qui travaillent dans notre flore intestinale, mais nous sommes aussi en symbiose avec toutes les créatures qui nous nourrissent, qui nous font respirer, mais qui assurent aussi le fait que nos récoltes puissent avoir lieu, parce qu'il y a des pollinisateurs, etc. Donc en fait, nous ne cessons de redécouvrir la quantité de nos dépendances en fait. Et ces dépendances, elles sont multispécifiques, multirègnes en fait. Elles impliquent pas sellement des mammifères, mais elles impliquent l'ensemble du monde vivant.
Donc c'est une normativité naturelle, c'est-à-dire qu'on retrouve le sens des... on redécouvre, je sais pas si on les découvre pour la première fois, mais des limites naturelles avec lesquelles on ne peut pas malheureusement, c'est malheureusement ou pas, mais avec lesquelles on ne peut pas transiger. En fait, on ne cesse de redécouvrir le fait que nous sommes pris dans des cycles vivants. En fait, c'est-à-dire, on a une sorte de mythologie d'un monde qui serait figé pour toujours. Que le climat dans lequel nous avons... est fixe. Voilà, est fixe, a toujours été ainsi. Or, déjà, à la courte échelle, on sait qu'il y a eu un petit âge glaciaire, qu'il y a eu des hivers très froids à la fin du XVIIIe siècle. C'est une des causes de la Révolution française. Enfin, on sait qu'il y a des cycles du climat, mais là, on découvre que, justement, par exemple, même des choses comme ce qu'on vous a appris en géographie, voilà, s'il y a bien une science qui est quand même ancrée dans les reliefs, etc., on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Oui, on a l'impression que les Alpes ont toujours été là. Exactement. Or, depuis le XVIIIe siècle, on a appris que, il y avait une orogenèse, là, une genèse des reliefs. On a appris que là où il y avait des plaines aujourd'hui, par la découverte de coquillages fossiles, on a compris qu'il y avait eu des mers avant. Donc, le climat, le relief n'ont pas cessé de changer. Donc, ça, c'est des choses qui ont été popularisées par Lynn Margulis, par Donna Haraway, mais le fait que, par exemple, si nous pouvons vivre dans le monde tel qu'il est, c'est parce qu'il y a une atmosphère, c'est-à-dire il y a une certaine dose d'oxygène, de carbone, et que tout cela, certains organismes ont été capables de l'utiliser comme ressource d'énergie au lieu de le subir comme un poison. Donc, tous ces éléments-là, nous vivons déjà sur un écosystème, sur un monde qui a été façonné par les êtres vivants. Et donc nous, en tant qu'êtres vivants, nous avons mis en place un certain nombre de pratiques dont nous découvrons a posteriori avec une certaine sidération que, elles ont eu aussi des effets sur un environnement beaucoup plus large. Voilà, sur l'ensemble du milieu terrestre. Donc c'est ça qui est essentiel ici, c'est cette affaire du fait que nous ne pensions peut-être pas, alors c'est étrange, mais nous ne pensions peut-être pas que nous avions cette capacité de nuisance. Nous pensions que nous étions comme une goutte d'eau dans la mer, en fait. Voilà. Maintenant, la goutte d'eau dans la mer, on se rend compte que des microplastiques, il y en a jusque dans l'océan Arctique. Voilà. Donc, tout ça, c'est important, mais en fait, c'est vraiment une vision, encore une fois, historique de la nature. C'est-à-dire que tout ce que nous avons sous les yeux n'est pas une sorte d'Éden qui est fait pour durer toujours. La zone tempérée dans laquelle nous vivons, nous découvrons chaque jour, chaque saison, à quel point, effectivement, elle a quelque chose de contingent, de fragile, et nous habituons, nous nous accoutumons à l'idée que nous devrions peut-être nous allons peut-être devoir apprendre à vivre sans elle, en fait. C'est-à-dire à vivre dans un monde qui ne sera plus tel qu'il est aujourd'hui. Donc, mais tout ça, c'est, encore une fois, quand on nous dit que en 2050, la population de tel continent sera de tant de milliards d'habitants, etc. Évidemment, voilà, on est encore dans cette dynamique populationnelle, ajoutée à des dynamiques donc, environnementales, climatiques, etc., qui vont, bien sûr, qui nous invite bien sûr à concevoir que le monde tel que nous le connaissons et tel que nous le chérissons est un monde fragile, un monde appelé peut-être à disparaître, mais aussi du coup un monde pour lequel nous pouvons avoir envie de nous battre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est ça, là. Et là on passe dans la sphère du politique complètement, mais je crois que cette vision assez froide, immanentiste et presque prospective qui nous est proposée par le darwinisme, elle est intéressante ici, même si en fait ce qui est toujours intéressant dans ces affaires, c'est qu'il y a des prophéties bien sûr autoréalisatrices. Si on vous dit la catastrophe est déjà là, on va aller droit à la catastrophe, mais il y a aussi justement des prophéties qui sont auto-réfutatrice. Oui, autodestructrice. Voilà, c'est ça. On annonce la catastrophe pour justement l'éviter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Nouvelle Époque. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.